Madame, Monsieur, bonsoir. Élections professionnelles au menu de questions écho ce soir. Les élections auront lieu à temps selon le calendrier prévu. Tous les scrutins électoraux seront organisés avant la rentrée parlementaire qui aura lieu le 8 octobre. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur Abdelwafi El-Ftit début avril lors d'une réunion avec les responsables des centrales syndicales les plus représentatives. Le compte à rebours des élections a donc bel et bien commencé. Et pour le secteur privé, les élections des délégués du personnel auront lieu entre le 10 et le 20 juin. En ce qui concerne les membres des chambres professionnelles, à savoir celles du commerce et de l'industrie, de l'agriculture et de la pêche maritime, l'élection aura lieu en juillet. On retiendra tout de même que ces dates ne sont pas figées et bien sûr dépendent de l'évolution de la pandémie dans notre pays. Mais nous en parlons tout de même ce soir en compagnie de Hicham Zouanet, président de la commission sociale de la CGEM. Bienvenue à toutes et à tous. Alors pour tout comprendre aux enjeux et défis des élections des délégués de personnel, j'accueille depuis Casablanca Hicham Zouanet, président de la commission sociale de la CGEM. Bonsoir Hicham Zouanet, merci d'être avec nous. Bonsoir Khadija et merci pour l'invitation. Si on commençait peut-être par les enjeux, quels sont les enjeux de ces élections et bien sûr pour les collaborateurs mais aussi pour les entreprises? Alors, ces élections-là professionnelles, ils présentent un triple enjeu. Un premier enjeu, c'est un enjeu syndical parce que ces élections-là, ils sont le socle et le fondement de base des autres types de représentation, ce qu'on appelle les IRP, les institutions représentatives du personnel, parce que des résultats des élections des délégués salariés sont désignés aussi bien les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux. Et donc, rien que pour ça, c'est un enjeu syndical énorme pour les différentes centrales syndicales. Le deuxième enjeu, pour moi, c'est un enjeu économique, parce que ces institutions représentatives du personnel, ils vont vous offrir des partenaires sociaux qui seront demain après-demain soit vos relais de communication pour échanger avec la base, soit vos partenaires pour réussir les différents rendez-vous et concertations, soit vos adversaires si jamais il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas les règles de base du management des relations sociales. Et enfin, je peux dire que ces élections constituent enfin un enjeu politique parce que ce sont ces délégués des salariés qui permettent de former et d'élire le collège électoral dans la chambre des conseillers. Également, ils permettent d'élire le collège électoral dans le conseil économique et social et environnemental. Et enfin, ils permettent d'élire le collège électoral représentant les salariés au niveau des conseils régionaux. Parlez-nous à présent justement des types de ces élections professionnelles et de leurs processus électoraux. Alors, il y en a trois. Quand on entend parler d'élections professionnelles, il y a d'abord les élections qui se passent dans le public, dans le secteur public, et ce qu'on appelle les commissions administratives paritaires. Il y a deuxièmement les élections qui se passent dans le secteur privé hors secteur minier, et ce qu'on appelle les délégués des salariés dans les entreprises. Et enfin, le troisième type, ce sont les élections qui se passent dans les secteurs miniers et qui permettent d'élire les représentants du personnel dans les commissions du statut et du personnel. En général, ces trois types d'élections, ils ont les mêmes fondements, les mêmes philosophies, les mêmes modes d'élection, à savoir, c'est des scrutins de liste proportionnels à la plus forte moyenne, qui est le même que le mode d'élection des élections législatives, sauf qu'ils sont gérés par des textes différents. Je vais retenir uniquement la comparaison entre les deux élections dans le secteur privé, c'est-à-dire secteur minier et hors minier. Pour les entreprises du secteur privé, ils sont régis par le Code du travail, alors que pour le secteur minier, ils sont gérés par le statut du personnel de 1960 et l'arrêté de 1961. Mais grosso modo, ils permettent les mêmes étapes à quelques différences près. Je peux dire que pour la désignation de représentants syndicaux pour les entreprises relevant du privé, c'est le même texte qui désigne et les délégués des salariés et les représentants syndicaux, l'article 425 pour les représentants syndicaux et de l'article 430 à 63 pour les élections des délégués. Par contre, pour le secteur minier, ils doivent être sur deux textes différents. Pour les élections des commissions de statut du personnel, c'est le statut minier et l'arrêté de 1961. Par contre, lorsqu'ils veulent désigner leurs représentants syndicaux, ils doivent revenir au Code du travail. Rien que pour cela, il fallait avoir un minimum d'alignement, peut-être entre ces deux. Il y a également sur le découpage électoral une différence.
Pour le secteur minier, le découpage, il vient du ministère de l'Énergie et des Mines, alors que la répartition du collège électoral pour le découpage électoral pour le secteur privé, il est l'émanation d'un arrangement entre les partenaires sociaux et la direction. Et s'il fait défaillance, l'inspecteur travail, il vient pour arbitrer entre les deux. Également, quelques différences sur les réclamations. Pour le secteur minier, ils n'ont le droit à la direction de répondre jusqu'à la fin du délai donné aux réclamations, alors que pour le secteur privé, la direction commence à répondre dès le premier jour des réclamations. Et enfin, pour le délai entre la date limite de dépôt des candidatures et le scrutin, pour le secteur minier, ils n'ont que 2 jours. C'est vraiment le parcours du combattant et j'ai eu la chance et également la difficulté à gérer ça au niveau d'un grand groupe privé marocain qui est l'OCP. Et c'est très, très dur, très rare d'imprimer 200 000 je dirais, bulletins de vote et le dispatcher sur tout le Maroc. Et le lendemain, vous avez les élections. Et dernière différence, c'est bien sûr la date du scrutin. Elle a été fixée. Alors justement, rappelez-nous les dates et les échéances du scrutin. Ah, excellent. Alors, je commencerai par la fin. La date de scrutin pour le secteur minier, c'est le 16 mai. Ils ont figé une seule date, un seul jour, alors que pour les entreprises du secteur privé, ils ont donné une plage de 10 jours, parce qu'en général, certaines entreprises du secteur privé, ils ont un ancrage rural qui peut coïncider avec un jour de repos, un jour de souk, ou même les fermetures dans le secteur privé, ils peuvent être un vendredi, un samedi, un dimanche. C'est pour ça qu'ils ont donné 10 jours de plage. Alors, les différentes échéances électorales, ce qu'il faut rappeler, c'est que rapidement, dans 2 jours, c'est la date limite pour afficher les listes électorales. Ils ont figé qu'une seule date, c'est le 30. Le 30 avril. On doit les préparer le 30 avril. En 2 jours, toutes les entreprises doivent afficher les listes électorales. C'est quoi les listes électorales? C'est les listes des gens qui ont les conditions de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, que ce soit CDD ou bien CDI. Les deuxièmes dates, ça concerne toujours les listes électorales, ça concerne la réclamation. Le législateur, il offre 8 jours pour décrire les réclamations que vous avez et la direction, elle a 10 jours pour répondre. Et enfin, lorsqu'il y a un recours judiciaire, il y a encore 7 jours du 10 mai au 17 mai. Et donc la date finale pour clore le sujet des listes électorales, c'est le 17 mai. Le lendemain, et le 18 mai, la direction commence à recevoir les listes de candidatures qui sont soumises dans un délai de 12 jours, du 18 mai jusqu'au 1er juin. Et donc l'employeur, juste après le 1er juin, il a l'obligation de les afficher le 2 juin, du 2 juin au 9 juin. Et après le 9 juin, bien sûr, ça débute la date du scrutin qui est fixée entre le 10 juin et le 20 juin. Très bien. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Parce que vous avez parlé tout à l'heure justement de contraintes et de difficultés. La plus grosse contrainte, bien sûr, il s'agit de tenir ces élections en temps de pandémie où justement beaucoup de collaborateurs pourraient être en télétravail. Quelles sont, d'abord, parlons des contraintes ou aussi des nouveautés pour l'élection des délégués du personnel cette année? Alors, c'est sûr que la pandémie a posé pas mal de cols et pas mal de difficultés aux législateurs marocains. Mais malheureusement, la réponse elle va être limpide, elle va être concise et claire. Il n'y a pas eu de nouveauté, malheureusement. Et je peux vous dire que ceci pose beaucoup de problèmes. Je vais en citer au moins 4 problèmes qui sont posés maintenant en l'absence de nouveautés pour faire face à cette vacance de textes législatifs qui accompagnent ces formes de crise sanitaire. La première question qui est posée, qui est la plus basique, quid des élections professionnelles dans les entreprises qui sont fermées par décision administrative? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut organiser ces élections lorsqu'il existe quelques salariés uniquement qui représentent en général les actionnaires? Ou bien faut-il les reporter après 1 an jusqu'à une reprise d'activité? Et là aussi, on doit se demander à quel niveau on doit reprendre ces élections-là. Est-ce que lorsqu'on atteint un niveau d'activité de 60, 80, 100%, ou bien lorsqu'on a l'ensemble des salariés? Et là aussi, ça peut être sous forme d'élections partielles qui doivent être organisées. Seulement, le recours aux élections partielles sont réglementés par le Code du travail et malheureusement, on aurait pu imaginer qu'il y ait un décret-loi qui permette de créer des exceptions pour l'organisation d'élections partielles pour ce cas de figure. Deuxième difficulté qui est posée, c'est l'histoire du télétravail. Le télétravail, maintenant, c'est une réalité indéniable.
et on aurait pu imaginer un vote électronique à distance. Oui, qui mais aurait déjà, pu il être faut optionnel. Bon, je me permets de vous interrompre, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais il faut déjà qu'il y ait une loi qui encadre ce Ouais. télétravail, qui n'existe toujours Oui, pas. mais oui, Khadija, mais en absence, le télétravail est une réalité, hein. Oui, C'est une mais réalité, sans cadre juridique. et on aurait pu, oui, mais on aurait pu, d'ailleurs en France, ils n'ont pas tardé parce que la pandémie, elle date déjà d'un an et demi, hein. Au mois de mars de l'année dernière, en 2020, on savait qu'il y a une pandémie qui va durer 18 mois, 24 mois. Et en France, il y a une ordonnance Macron qui a déjà fait sortir un texte qui réglemente, je dirais, le vote électronique. Troisième difficulté qu'on aurait pu imaginer, et pour moi c'est la plus importante et la plus critique, ben, c'est comment concilier entre respect des directives sanitaires et encombrement le jour du scrutin. Et je peux vous dire que les différents textes qui sont venus, le calendrier et les décrets qui sont venus des trois ministères, que ce soit le ministère du Travail, de l'Insertion professionnelle, le ministère de l'Intérieur ou bien le ministère de la Santé, ils ont tous insisté sur le respect des directives, mais sans pour autant mettre aucun chapitre, aucune obligation, aucune directive claire et ferme, coercitive, pour respecter, je dirais, les distanciations le jour du scrutin, parce qu'on imagine qu'il y a pas mal d'encombrements. On peut même imaginer qu'il y aura des encombrements lors de la campagne des centrales syndicales, mais là aussi, malheureusement, on regrette qu'il n'y ait rien, mais l'entreprise peut imaginer d'autres alternatives, on en parlera tout à l'heure si vous voulez. Et dernier point, on aurait pu imaginer, avec ces différences qui existent dans des textes qui s'adressent au secteur privé, notamment le secteur minier et les autres, on aurait pu imaginer un allègement, une simplification pour les rendre compatibles, parce qu'il n'y a pas beaucoup de différences et malheureusement... Hichem Zouanet, quand vous dites ça, quand vous dites on aurait pu, et cela aurait pu se passer comme cela, est-ce que vous avez fait de telles recommandations auprès des autorités compétentes, à savoir, entre autres, le ministère du Travail ou d'autres ministères? Je vais être clair avec vous là-dessus. Changer des éléments dont j'ai parlé maintenant requiert en général d'amender le Code du travail. Depuis 14 ans, on demande le changement du Code du travail. Mais pas que ça. Le problème des élections est là, et je vais un petit peu, mettre des circonstances atténuantes pour le ministère du Travail. La désignation du calendrier, il est du ressort du ministère de l'Intérieur. Voilà. Parce que les élections se succèdent et ils sont liés. Et malheureusement, je crois, les délais ont été fixés par le ministère de l'Intérieur, compte tenu de son calendrier des élections législatives. Le ministère du Travail il a pu subir ce calendrier, mais ce qu'on peut dire, c'est que depuis 24 mois ou bien 18 mois, on connaît qu'on a une crise. On aurait pu quand même tenter. C'est pas facile de trouver un consensus entre les centrales syndicales entre elles et entre les centrales syndicales et l'organisation patronale qui est la CGM, mais malheureusement, on aurait pu tenter. On n'a pas tenté depuis 18 mois. On aurait pu lancer un dialogue social pour les élections, pour essayer de, surtout, pour veiller au respect des mesures sanitaires. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Très bien. Parlez-nous justement du rôle de l'entreprise, parce que là, on a parlé du rôle de l'État, de l'exécutif. Le rôle de l'entreprise dans le déroulement de ces élections, et notamment en temps de pandémie. Ah, excellent. D'ailleurs, je vais répondre à cette question. On la scinde en deux. Quel est le rôle de l'entreprise dans le bon déroulement et le respect des mesures sanitaires, et également quel est le rôle de l'entreprise pour réussir ces élections? Exact. Pour la première question, et en l'absence de directives claires, il y a pas mal de pistes que je vais recommander et qu'on a discuté entre nous dans l'organisation patronale et également dans des débats. La première solution serait d'exploiter ce qu'on appelle les shifts. Les shifts dans les entreprises, ce sont les fameuses équipes postées, et qu'on peut en créer davantage, y compris pour des gens qui appartiennent à des services, à des directions administratives. Donc on peut imaginer même pour les secteurs relevant des services administratifs, des shifts, et on peut autoriser les gens à voter non seulement à la fin du shift, mais également pendant les shifts, ne serait-ce que pour diminuer le risque d'encombrement. La deuxième solution, toujours pour diminuer le risque sanitaire, serait de multiplier le nombre de bureaux de vote au sein de chaque établissement. C'est une bonne solution, mais attention, il y a un watch out. Il ne faut pas trop multiplier ces bureaux de vote au risque de se trouver dans le cadre du bureau centralisateur qui consolide l'ensemble des résultats avec un nombre important. Parce que le bureau centralisateur, il est composé des membres de la commission électorale, plus les présidents de chaque bureau de vote. Là aussi, donc, il faut faire attention. Il y a une troisième solution également
pour éviter, je dirais, les risques sanitaires serait de rendre obligatoire et non pas optionnel le déroulement des votes sur 2 ou 3 jours, parce que le législateur nous donne 10 jours. On peut imaginer que pendant 2 ou 3 jours, on ne fait pas de dépouillement, mais là, ça requiert un niveau de confiance énorme et beaucoup de logistique pour verrouiller les urnes et les locaux. Et quatrième solution, c'est d'imposer des tests PCR, surtout pour les gens qui travaillent maintenant à distance. Pour le télétravail et pour les gens qui sont en congé, demain, c'est-à-dire entre le 10 et le 20 juin, et pour le secteur minier, le 16 juin, imagine l'OCP, ou bien 18 000, ou bien 20 000, il y a des boîtes qui sont à 10 000. Toutes ces boîtes-là doivent faire attention, et on peut imaginer des tests PCR obligatoires pour ces gens qui étaient à distance. Et bien sûr, se posera après la question auprès de l'entreprise. Mais c'est voilà. Mais je crois qu'à mon avis, ouais, mais là, il reste peu de temps aussi. Rien ne vaut la vie des salariés. La santé, exactement. En parallèle. Est-ce que, oui, maintenant, parce qu'on a parlé de pandémie. Si on veut, allez-y. Voilà, mis à part la pandémie, je crois qu'en termes de rôle que doit jouer l'employeur, pour moi, le plus important, c'est l'impartialité et la transparence dans ces élections. Il ne doit pas y avoir de position personnelle vis-à-vis des candidatures, pas de position partisane, pas de parti pris vis-à-vis de tel ou tel candidat, pas de charge émotionnelle durant toute cette campagne-là, et bien sûr une compliance, une conformité à 100% sur les textes, et mobiliser beaucoup pour que les résultats aient une crédibilité des urnes. Et bien sûr, s'il faut accompagner par des campagnes de sensibilisation et des formations, aussi bien les managers que les partenaires sociaux, ça sera la bienvenue. Bon, cela m'amène à poser ma prochaine question qui est liée justement à ce dialogue social. Vous avez parlé de l'impact de la pandémie sur le déroulement de ces élections. Je voudrais vous poser la question sur l'impact de la pandémie sur le dialogue social dans l'entreprise. L'impact, franchement, il n'y a pas eu beaucoup d'impact de la pandémie sur le dialogue social au niveau de l'entreprise, parce que la plupart des entreprises se sont organisées de telle sorte à faire des séances à distance. Je crois que les différents outils de télétravail, que ce soit Teams, Zoom ou bien Webex, tout ça, ils étaient utilisés par les différentes entreprises pour soit organiser des réunions à distance en visioconférence, soit choisir des hôtels et des grandes salles de réunion pour garantir la distanciation. Par contre, sur le plan national, je peux vous dire que le dialogue social est presque en panne, il n'y a rien. Les centrales syndicales ont réclamé leur CVS, c'est leur comité de veille sociale, équivalent au CVE. Malheureusement, il n'y a pas eu la réponse à cette doléance. Et depuis le temps, presque le dialogue social à un niveau national est presque en panne. On ne voit pas même l'organisation. La dernière réunion qui était organisée, c'était à un niveau, pas des secrétaires généraux, mais un niveau moindre, juste pour voir la logistique pour les élections. Ça a été organisé sous l'égide du ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle. Avant-dernière question par rapport aux étapes. Donc, vous avez parlé de cette échéance du 30 avril pour le dépôt de candidature. Parlez-nous de la suite, du reste des étapes que nous devons suivre, surtout pour qu'on comprenne bien. Parce que là, quand on parle du 10 au 20 juin, ça veut pas dire qu'on va aller voter du 10 au 20 juin, on est d'accord? Tout à fait. Je vais m'expliquer. Du 10 au 20 juin, vous devez fixer un seul jour. Voilà. Ça peut être plusieurs jours pour l'entreprise, mais pour chaque département, un jour. Mais vous n'avez pas une latitude de 2-3 jours parce que le dépouillement doit se faire à 20 heures, le jour même et la proclamation des résultats. Et c'est toute une mécanique de calcul de la plus forte moyenne, etc. Mais en termes d'étapes, je vais dire, il y en a une dizaine d'étapes. Les plus importantes sont au nombre de 6. Je vais les résumer uniquement pour faire attention. La première étape cruciale, c'est la répartition des établissements au sein de l'entreprise. L'entreprise en général, c'est un tout. Parfois, c'est un groupe, parfois, c'est un siège avec des filiales. Et pour garantir une proximité de la représentativité, il va falloir créer des établissements en nombre logique pour permettre aussi bien l'autonomie que la proximité des établissements. Deuxième étape cruciale pour moi, c'est l'affectation du nombre de sièges par établissement. Là, c'est facile, mais il ne faut pas se tromper à quel moment on affecte les sièges. On ne doit pas les affecter dans l'étape première, c'est-à-dire pour l'entreprise. On ne doit pas les affecter au moment de la répartition des collèges. On les affecte entre les deux
lorsque les établissements sont désignés. Troisième étape, elle est facile parce qu'il est très normé, c'est tout ce qui est en rapport des listes électorales. Quatrième étape, c'est la répartition des collèges par établissement. En général, il y a un collège des ouvriers employés et un collège des maîtrises et des cadres. Cinquième étape, c'est la répartition des salariés par collège. Lorsque vous avez une classification dans la boîte, les choses sont faciles. Les salariés sont clairement répartis. Lorsque vous n'êtes pas dans une entreprise structurée, un travail préparatoire doit se faire. Et sixième étape, pour moi, également la plus importante, c'est la répartition des sièges à pourvoir par collège. Et là, en général, on recourt à la proportionnelle selon ce qu'on a un nombre d'ouvriers employés qui est prédominant ou bien le contraire, un nombre de maîtrises de cadre. Et bien sûr, la dernière étape et l'étape clé, c'est l'étape du dépouillement et l'étape des modalités d'attribution des sièges avec l'affichage des résultats. J'ai fait une impasse sur les listes électorales et la commission électorale parce que c'est des choses très normées dans le texte et en l'occurrence le Code du travail. Est-ce qu'il y a justement une référence par rapport à la représentativité féminine parmi ces délégués? Candidature pour un mandat d'élection professionnelle, c'est un choix souverain du salarié. C'est en quelque sorte beaucoup de sacrifices, un dévouement pour représenter les salariés. Parfois, il n'est pas, je dirais, exclu qu'il y a des risques, même de représailles. Et tout ceci, il y a beaucoup de responsabilités dans la personne qui va se présenter. C'est pour ça que je crois qu'il n'y a pas eu cette forme, je dirais, de quota, etc. Pour moi, est-ce qu'il faut faire des quotas? J'en suis convaincu. Même si ce sujet de quotas, il est polémique, il est même parfois décrié par certaines femmes, parce qu'ils voudraient que les choses se passent naturellement, mais on est sur le plan mentalité encore loin. Et je crois que le process des quotas, ou bien le principe des quotas, il doit être dans un moment figé dans le temps, c'est-à-dire pour un mandat de 6 ans ou bien 2 mandats, juste pour donner l'occasion aux femmes pour montrer et démontrer toute leur capacité à représenter mieux que l'homme les salariés. Et ceci est une réalité dans le secteur textile et le câblage. Il n'y a pas le choix parce qu'en général, les effectifs, en général, ce sont des femmes et ils le font. Donc je crois pour moi, on doit passer par cette case qui est la case des quotas, même s'il est un peu, pour certains, non démocratique, mais uniquement pour moi, c'est une antichambre pour exposer les femmes à cette responsabilité et je n'ai aucun doute qu'ils peuvent réussir beaucoup mieux que les hommes. Sauf qu'il faut se réveiller de bonne heure pour trouver des candidats, des candidates. Parce que contrairement aux échéances électorales législatives, ces mandats-là, il n'y a pas d'indemnisation, il n'y a pas de rémunération, il y a beaucoup plus, je dirais, des risques d'exposition et c'est ce qui décourage beaucoup un petit peu les candidats à aller s'exposer. Et je crois pour les femmes, il va falloir les motiver autrement. Je crois qu'ils ont un sens de responsabilité beaucoup plus élevé qui peut les pousser à vouloir accepter ce genre de mandat. Merci beaucoup Hicham Zouanat, président de la commission sociale de la CGEM. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup, Redja. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée à toutes et à tous.